Alors, ok. Donc voilà, le mandat, vous pouvez le consulter. J'ai mis le lien vers le document parlementaire. Donc la commission a comme mission ou comme mandat de se pencher sur l'État indépendant du Congo et le passé colonial belge au Congo, Rwanda et Burundi, pour regarder, analyser le rôle de l'État, mais aussi des différents acteurs non étatiques tels que les entreprises, l'Église, etc., d'analyser aussi l'impact économique et de faire un état de lieu des recherches qui existent, des lacunes qui existent et de ce qui devrait encore être recherché ou examiné, et aussi de voir un peu quelles sont les idées qui existent au sein de la population belge et des trois pays et qui sont basées sur des erreurs ou des mythes. Attention, on parle dans la presse très souvent d'une commission de vérité et de réconciliation. Alors, ceci n'est pas une commission de vérité et de réconciliation pour la toute simple raison qu'elle n'est pas indépendante vis-à-vis du monde ou de la vie politique. Martine, je me permets d'interrompre parce que tu ne te fais pas défiler les slides. Ah bon, chez moi, il défile. Ah, chez nous, c'est bloqué. Donc, on est toujours sur le titre et je me disais bien que tu avais déjà commencé à dérouler. Ah oui. Comment se fait-ce? Alors, elle n'est pas en mode présentation, apparemment. Je suis en mode de présentation chez moi. Chez nous, ça n'apparaît pas en mode présentation, c'est ça que je voulais dire du coup. Oui. Alors, stop sharing et je vais recommencer le sharing. Désolée aussi que tout se présente en orange chez moi, ce n'était pas l'objectif non plus. Ouais. Là, vous voyez quel slide? Oui. Le rapport des experts. Super. Là, on le voit. Voilà, ça fonctionne. Voilà. OK. Voilà, donc je venais de présenter un peu le mandat de la commission, donc qui est une commission par essence politique. Et donc, c'est ça la différence avec les commissions de vérité et de réconciliation qui devraient être politiquement indépendants. Et comme on l'a déjà vu, dans la pratique et dans le fonctionnement, ça mène à des différences qui ne sont pas inimportantes, surtout du point de vue du fait que chaque membre de la commission agit sur base de son propre agenda politique. Et ça, quand même, ça peut avoir des conséquences négatives. Alors, on a été 10 experts à être désignés auprès de la commission, c'est-à-dire les experts ne sont pas la commission parce que les experts d'office sont des personnes qui sont en dehors de la commission parlementaire. Donc, on a été 10 à être nommés. Parmi ces 10, il y avait 5 historiens, dont Zana Itambala, congolais belge, professeur Mbokolo, je pense qu'il est congolais français parce qu'il habite à Paris de toute façon. Il y avait aussi 3 Belges, Sarah Van Beurden, qui est très spécialisée en matière de restitution des objets d'art, Gillian Matisse et Jean-Luc Plasman. Et ensuite, il y avait 3 soi-disant experts en réconciliation. Je dis soi-disant parce que je ne sais pas ce qu'il faut être pour être expert en réconciliation. Il y a évidemment Valérie Rozou, que vous connaissez bien, et il y avait Monseigneur Nahimana, qui a été le président de la commission de vérité et de réconciliation au Burundi et qui malheureusement est décédé au courant des travaux du groupe d'experts. Et ensuite, on a voulu y intégrer aussi des personnes issues de la diaspora. Et là, on avait Anwetsi Mpomba, qui est de la diaspora congolaise, et qui est entre autres membre de l'association Banco. Et ensuite, Laure Ouassé, qui est avocate et issue de la diaspora, on va dire, rwandaise et membre de l'association Jambo. Ensuite, ils avaient voulu respecter un équilibre genre et linguistique, donc la composition n'était pas tellement facile. Alors, notre mission n'était pas identique à celle de la commission elle-même, c'était un peu une partie de la mission plus large de la commission. Pour les historiens, il s'agissait de faire un état des lieux de recherche scientifique par rapport à l'histoire, d'identifier les lacunes et aussi de dire sur quoi est-ce qu'il y a un consensus et sur quelle matière est-ce qu'il n'y en a pas. Les historiens se sont aussi penchés sur l'état des archives, l'accessibilité de ces archives. Et ensuite, il y avait donc une deuxième partie qui devrait porter sur le lien entre le racisme et entre le colonialisme et le racisme.
et qui devrait aussi analyser l'état des lieux de l'enseignement sur le passé colonial belge. Une troisième partie portait alors sur la réconciliation et sur les mesures de réparation symbolique. C'est ça qui avait été demandé. Alors, en fait, on a été désigné au mois d'août 2020. Est-ce que c'est correct? Oui, 2020, au début pour une durée de 3 mois, ensuite de 4 mois. Et ensuite, voilà, le rapport a pris un peu de temps et a été rendu en juin-juillet de cette année pour ensuite être traduit et publié par la commission, et on l'a présenté il y a quelques semaines au Parlement. Mais en fait, donc, notre rapport n'est pas le point final des travaux de la commission, mais c'est plutôt le début des travaux de la commission. L'idée était d'épauler, d'appuyer la commission pour identifier les pistes de travail, la méthodologie, etc. Donc, le rapport que vous pouvez consulter sur le site de la Chambre, je vous mets le lien ici. Il est publié en français et en néerlandais. Il va encore être publié en anglais aussi. Il comprend 3 grandes parties, donc la partie histoire, la partie mémoire, réparation et participation, et la partie racisme et colonialisme. La première partie, évidemment, a été rédigée par les historiens. La deuxième partie, surtout par Valérie Roseau et moi-même, et une partie de Sarah Van Beurden sur la restitution en tant que mesure de réparation. Et la partie racisme-colonialisme a été rédigée par les 2 personnes issues de la diaspora qui ont ajouté aussi une petite analyse de l'état des lieux de l'éducation en matière du passé colonial belge. Voilà, je ne vais pas vous présenter l'entièreté du rapport, mais je vais me focaliser sur quelques points et aussi à la fin vous présenter quelques conclusions de l'ensemble du rapport à retenir. Alors, moi, j'ai rédigé surtout la partie sur les mesures de réparation et aussi la partie sur participation, consultation, outreach. En anglais, on dit « reparations can never repair ». Et donc, c'est important de garder ça en tête. Quoi qu'on dise, des mesures de réparation ne peuvent jamais vraiment réparer le passé, retourner dans la situation d'avant les violations ou les injustices qui ont été commises. Alors, par rapport aux réparations, j'ai voulu faire passer 5 messages clés à la Commission. D'abord, le fait que les réparations doivent toujours faire partie, entrer dans un cadre plus large et donc doivent être liées et passer après l'établissement de la vérité. Une réparation sans qu'on ait établi la vérité, sans qu'on ait reconnu les injustices, les violations qui ont été commises, sans qu'on ait reconnu la souffrance qui a été causée par ces injustices, sans qu'on ait reconnu aussi la responsabilité pour tout cela, ça ne vaut rien. Donc, ça reste des mesures vides, en fait. Il est aussi très important de présenter des excuses pour tout ce qui s'est passé et donc les réparations viennent après tout cela. Ça doit aussi aller de pair avec un engagement à mettre fin aux effets persistants. Et quand on parle des effets persistants, on fait surtout référence au racisme, à la discrimination, mais aussi à l'impact sur la vie économique de ces 3 pays. Aussi très important, et là aussi vous avez déjà constaté dans la presse qu'on en fait un peu l'amalgame. Quand on parle de réparation, de mesures de réparation, on ne parle pas que de la compensation financière. On parle des 5 types de réparation qui sont établis dans les principes de base des Nations Unies. Et donc, il ne faut pas réduire ces débats à l'aspect financier. Ultra important est aussi la recommandation de décider sur la réparation en concertation avec les victimes elles-mêmes, et aussi très important de garantir dès le début leur mise en œuvre. On a tous en tête des exemples des pays où on a développé des beaux programmes de réparation pour les victimes qui n'ont jamais vu le jour, c'est-à-dire qui ne sont jamais suivis par une mise en œuvre des recommandations ou des décisions prises, ce qui mène à encore beaucoup plus de frustration au sein des victimes. Là, le PowerPoint avance tout seul et trop vite. Et ensuite, il faut aussi élaborer un programme de réparation complet. Par là, je veux dire qu'il ne faut pas avancer petit à petit. Il ne faut donc pas commencer par développer un programme de réparation pour tel type de victime, 2 ans après pour un autre type de victime ou pour une autre type de violation. Il faut que l'ensemble soit considéré en même temps aussi pour s'assurer d'abord que aucun type de violation ou aucun type de victime
ne soient mises à l'écart, mais aussi pour montrer qu'il y a une vision sur l'ensemble des mesures de réparation et qu'il y a une cohérence entre les différentes mesures qui sont adoptées. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut parler des mesures de réparation? Évidemment, dans le rapport, vous avez constaté que l'ensemble de ce rapport fait 600 pages. Hein, et donc, sur les réparations, ça fait à peu près 80 pages. Et donc, tout ce que je dis ici, il y a beaucoup plus de détails que vous pouvez trouver dans le rapport lui-même. Donc, pourquoi adopter un programme de réparation? Parce qu'ils font partie de l'approche réparatrice, c'est-à-dire ils doivent cadrer, ils doivent trouver leur place dans un ensemble de mesures de reconnaissance de la nature systémique de la violence coloniale et de ses effets persistants dont je vous ai déjà parlé. Il est important aussi de bien garder en tête que ce qu'on ne cherche pas, c'est des procédures devant les tribunaux qui doivent répondre aux critères pour accorder des dommages et intérêts selon les principes juridiques. Ça, il faut oublier dans ce cadre-ci. Quand on parle de violences de masse et qui se sont déroulées sur des décennies et des décennies, il faut plutôt une approche sociopolitique qui ne cherche pas à identifier quelle victime exactement avec quel dommage, etc., selon les critères qu'on utilise d'habitude dans les procédures devant les cours et tribunaux habituels où on va identifier et calculer exactement le dommage, etc. Ici, il faut vraiment un geste pour avancer sur une transformation des relations du passé vers un meilleur futur conjoint par une justice qui se veut être transformative et donc qui doit passer par un processus participatif et inclusif de toute façon et qui veut aussi changer pas uniquement réparer le passé ou chercher à réparer quelque chose du passé, mais qui veut surtout changer les relations pour le futur et adopter des changements structurels dans nos sociétés et aussi en ce qui concerne donc les conséquences persistantes du colonialisme. Alors, j'ai élaboré tout ceci beaucoup plus dans le rapport, mais je pense qu'il appartient au Parlement de développer une sorte de matrice de mesures de réparation. Et ici, je donne quelques exemples, mais ça peut aussi être n'importe quelle autre combinaison de mesures de type, etc. Donc, il s'agit tout d'abord d'identifier les actes, les violations, les injustices pour lesquelles on veut adopter des mesures de réparation. Ça peut concerner le colonialisme en tant que tel comme un mécanisme de violation systémique et de violence systémique auprès de ces trois populations. On peut aussi parler d'actes d'injustice ou de violation, de violence auprès de groupes spécifiques de la population. On peut penser aux groupes qui ont été déplacés entre les différents pays ou au sein du Congo, par exemple, ou de certains groupes ethniques de la population qui ont été plus fortement opprimés justement parce qu'ils ont résisté au colonialisme. Et en plus de ça, on peut penser à des actes qui ont été commis auprès d'individus. Si on pense à l'assassinat de Patrice Lumumba, il y a évidemment sa famille, mais les victimes d'un tel acte sont aussi la population dans un sens large. Donc, on peut penser tout d'abord à différents actes d'injustice. Il y a aussi évidemment toute la violence, pas uniquement physique, mais aussi psychologique, d'humiliation auprès des populations de ces trois pays. Et il y a donc les actes de racisme et de discrimination qui perdurent. Ensuite, on peut identifier qui sont les bénéficiaires de ces mesures de réparation. Et là, on peut évidemment penser aux victimes directes, ça fait du sens, voilà, ça saute encore, aux victimes directes et aussi aux victimes indirectes, la famille, les ayants droit, les proches des gens qui ont été affectés directement. Mais parfois, on distingue aussi entre les victimes primaires, donc directes, les victimes secondaires, et ensuite les victimes tertiaires, c'est-à-dire tout le monde qui se sent aujourd'hui victimes de ces actes de violence. Alors là, on arrive évidemment à un très grand groupe, potentiellement les populations entières de ces trois pays. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de distinguer aussi les... Pardon, je ne suis plus sur le bon slide.
Qu'est-ce qu'il fait là? Pardon. Tu étais là, c'est bon. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il est important aussi de distinguer entre les différents types de réparation. Et là, je renvoie au principe de base des Nations Unies pour les victimes de violences massives, qui distingue ces trois types qui sont mentionnés ici. Donc, il y a la réhabilitation. Ça peut être l'effacement d'un casier judiciaire, par exemple, de quelqu'un qui a été condamné pour des actes de résistance au colonialisme. On peut penser à la restitution d'objets d'art, évidemment, mais aussi de titres. On peut penser à la compensation financière pour certains actes ou pour un grand nombre d'actes. Ça dépend tout de la volonté politique. Et des réparations symboliques. Le Parlement nous avait demandé de regarder surtout les réparations symboliques et la restitution des objets d'art, mais on a décidé avec les experts d'élargir ça un peu et de parler aussi de ces autres types de réparations. Alors, quand on parle de réparations, il y a évidemment les excuses. Et là, dans le rapport, on indique aussi les conditions préalables qu'on doit mettre en place pour que les excuses soient sincères, acceptables et acceptées. Il y a tout ce qui concerne les monuments, les mémoriaux, etc. Il y a des gros débats sur les statues, par exemple, de Léopold II ou d'autres. On peut mettre en place des journées de commémoration, des nouveaux mémoriaux, des contre-mémoriaux, etc. On peut améliorer l'enseignement du passé colonial et on peut penser à plein d'autres mesures pour établir une relation d'égalité, c'est-à-dire la politique du visa, la politique des bourses pour faire des études, etc., des programmes d'échange. Donc, il y a toute une série de mesures qu'on pourrait mettre en place comme réparation symbolique. Finalement, il y a les garanties de non-répétition. Et là, on parle évidemment, une fois de plus, de la lutte contre le racisme, de l'éducation, de la sensibilisation. Par exemple, l'une des choses que les historiens ont constaté, c'est en fait que les idéologies racistes ont vraiment été développées et mis dans la tête en grande partie de la population belge pour pouvoir justifier le colonialisme. Et ça, ces conséquences-là perdurent toujours. Et il faut vraiment qu'on se rende compte de tout cela afin de prendre des mesures pour y remédier. Donc, en fait, ici, je ne mets que quelques exemples. Hein. On peut penser à différents types de violations, différents types de victimes et différents types de mesures selon les différentes options. Et on sait déjà, on a mené quelques consultations avec le groupe des experts et on sait que les opinions sont très divergentes. Même les gens issus de la diaspora n'ont pas tous les mêmes demandes. Et donc, il faudrait creuser un peu tout cela afin d'arriver à un programme de mesures de réparation cohérent. Alors, voilà, maintenant, mon PowerPoint qui a déjà voulu avancer plusieurs fois sur ces slides-là, veut absolument que je parle de ce slide-ci apparemment, donc consultation, participation et outreach. The answer is in the process. Le résultat est important, mais le processus est tout autant important. Et je pense que ceci est très important aussi pour RCN, parce que RCN a de l'expertise avec tout ceci. En ce qui concerne les consultations, donc le groupe d'experts a consulté quelques 150 personnes et associations, mais ce n'était pas représentatif. Ce qu'on dit en fait dans le rapport, c'est que la commission aurait dû organiser des consultations beaucoup plus larges avant même d'être mis en place. Des consultations sur le mandat qu'une telle commission devrait avoir, la durée de ses travaux, la méthodologie, etc. Ceci n'a pas été le cas. Et donc, on encourage la commission à les organiser quand même, même maintenant que la commission a commencé. Et donc de consulter encore largement en Belgique et dans les 3 pays la population pour voir ce que devrait être la commission, de quoi elle doit s'occuper, etc. Via des enquêtes, des sondages, des groupes de dialogue, etc. etc. Ça, la commission pourrait le faire, mais on pourrait aussi accorder cette mission à un bureau externe ou à une ONG, un groupe de chercheurs, etc. Deuxièmement, en ce qui concerne la participation, donc la consultation, c'est sur la commission, sur le mandat, sa façon de faire, etc. La participation, là, je veux dire la participation aux activités de la commission.
Et ça peut comprendre la participation aux auditions, aux audiences par la commission, mais aussi l'envoi de contributions écrites, l'envoi des témoignages audiovisuels, la mise à disposition de la commission d'archives personnelles, l'organisation de tables rondes, etc., etc. Et ça, la commission devrait l'organiser elle-même. Et troisièmement, il y a le outreach, qui est parfois mal traduit par sensibilisation parce que ça va bien au-delà de la sensibilisation. Par outreach, on veut dire la mise en place d'un dialogue dans les sociétés sur le fond du problème, en fait, sur le colonialisme, les conséquences du colonialisme, les effets jusqu'aujourd'hui et ce qu'il faut faire. Donc, c'est mettre en place un dialogue sociétal. Pourquoi? Pour que les conclusions de la commission pourraient être appropriées par l'ensemble des sociétés, mais aussi pour que les programmes de réparation pourraient être acceptés par les sociétés. Très souvent, on a déjà eu pas mal de réactions pour dire « et pourquoi est-ce que les Belges devraient payer et ce n'est pas de notre faute, et on n'était pas encore nés, etc. etc. » Premièrement, quand on parle de réparation, on ne parle pas forcément de compensation financière, mais deuxièmement, ça montre aussi que ces idées qui ont été mises dans nos têtes pendant l'époque du colonialisme, que c'était des œuvres de bienfaisance qu'on allait développer, le fait que l'idée qu'on a déjà mis beaucoup d'argent dans les colonies, etc., que ce sont des idées erronées et qu'il faut vraiment travailler sur la compréhension de tout ça par le grand public afin de pouvoir arriver à un vrai changement et une vraie transformation. Et là, évidemment, RCN a beaucoup d'expertise avec l'organisation de ce type d'activités. La outreach, ça doit se faire pendant les activités de la commission, mais aussi au-delà des activités de la commission. Je vais parcourir quelques autres conclusions du rapport et recommandations, même si je n'ai pas travaillé là-dessus moi-même, donc j'aurai un peu plus de difficulté à répondre à vos questions là-dessus. Donc tout d'abord, les historiens ont vraiment voulu mettre l'accent sur le fait que le regard historique est aussi évolutif et que là où le regard historique qu'on a sur le colonialisme a essentiellement été un regard occidental et qu'il faut maintenant aussi prendre en compte le regard des historiens d'autres pays et prendre en compte aussi l'évolution de notre façon de penser, notre manière de penser sur l'époque coloniale. Autre chose qui a été une conclusion forte des historiens, c'est que le colonialisme est vraiment un système violent qui inévitablement produit des effets violents et qui perdurent. Donc, c'est de la violence systémique, pas occasionnelle, pas des quelques colons qui étaient malveillants ou qui étaient méchants, etc. Non, c'est le système lui-même qui était violent. Et voilà, ils identifient aussi quelques besoins additionnels de recherche sur donc, les effets persistants depuis l'indépendance, l'impact économique, le rôle de l'Église catholique qui n'a pas été creusé encore dans le rapport, et aussi le fait que les historiens qui avaient été identifiés avaient surtout une connaissance du Congo et beaucoup moins du Rwanda et du Burundi. Donc, le Rwanda et le Burundi sont moins abordés dans le rapport. Et il y a donc une forte recommandation pour identifier des historiens du Rwanda et du Burundi pour travailler sur ces parties-là. Autre recommandation très importante, c'est qu'il faut éviter l'approche qu'on appelle en anglais la balance sheet, c'est-à-dire ne pas commencer à dire oui, mais il y avait encore quand même, il y avait aussi l'enseignement, il y avait aussi les systèmes de soins de santé, etc. Donc, il ne faut pas mettre ces choses dans la balance parce qu'au fond, le système colonial était un système qui a été mis en place pour des intérêts économiques, donc pour exploiter ces trois pays. Et la main-d'œuvre de leur population, et que donc s'il y avait un système de soins de santé, s'il y avait un système d'éducation essentiellement primaire, c'était aussi pour pouvoir en faire bénéficier ce système d'exploitation économique. Évidemment, tout le monde n'a pas le mémoire il y a différentes mémoires par rapport à l'époque coloniale.
déjà, la mémoire des personnes comme moi, grandies en Belgique, avec le peu qu'on a appris là-dessus dans l'école, n'est pas du tout la même que celle des personnes qui ont grandi au Rwanda, Burundi, au Congo, ou que de ceux qui sont issus de familles coloniales par rapport à ceux qui sont issus de familles en Belgique qui ont aussi eu beaucoup plus de problèmes de survie, etc. Donc, il y a multiples mémoires de cette époque. Il faut les reconnaître. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut surtout que ces différentes mémoires entrent en dialogue et reconnaissent l'existence de l'autre. On nous a demandé de faire des recommandations pour la réconciliation. On a conclu que c'est beaucoup trop tôt. Il faut d'abord le travail de vérité, le travail de mémoire, et la réconciliation, c'est évidemment à discuter avec les personnes concernées. La réparation est impossible, mais il est possible de au moins reconnaître l'injustice et la souffrance et d'atténuer les conséquences dans une certaine mesure, et aussi de prendre des mesures comme des actions contre le racisme, etc., pour mettre fin aux effets persistants. Mais dans le rapport, on mentionne beaucoup d'autres mesures potentielles. Il faut absolument développer un processus inclusif, donc faire ce travail avec les victimes, avec les populations concernées, les victimes primaires, secondaires et tertiaires. Et donc, il faut aussi, quand ils organisent des audiences, un victim-centered approach et une façon d'interagir avec les victimes qui prévient la victimisation secondaire. Donc, ne pas augmenter encore leur souffrance par une forme de questionnement qui est insultante. Et il faut surtout, et ça c'est quelque chose qu'on a répété et répété, le mandat de la commission était 2 ans. Il prend en principe fin en juin 2022, mais c'est beaucoup trop court. Il faut qu'on abandonne cette illusion de pouvoir régler le problème de toutes ces années de colonisation en 2 années. C'est le début de tout un processus. Vous savez aussi que la Belgique est le premier pays colonisateur qui a entamé cet exercice. Ce n'est qu'un début. Ça va durer au moins une dizaine d'années, je pense, si ce n'est pas plus. Il y a déjà eu des pays comme l'Australie ou le Canada qui ont regardé leur propre passé en tant que ce qu'on appelle les settler colonies. Mais la Belgique est le premier pays qui est allé coloniser un autre pays, qui regarde ce passé colonial. Et donc, ça va prendre beaucoup plus de temps. Un mandat de 2 ans est largement insuffisant. Alors, fin du mandat des experts, donc nous, on n'a plus de mandat maintenant. Ils ont commencé, donc la commission parlementaire a commencé à auditionner des personnes de la diaspora. Vous pouvez suivre tout ça sur le site de la Chambre via ce lien. Toutes les audiences sont aussi, on peut les suivre en live stream sur le site de la Chambre. Et lundi prochain, ils vont régler la suite des travaux. Donc, ils vont discuter sur qu'est-ce qu'il faut que la commission fasse encore. Est-ce que son mandat peut être prolongé? Donc, ça, ce n'est pas encore réglé et la commission va se pencher là-dessus ce lundi. Alors, pour RCN, ça, c'est à vous de voir, mais je vois des pistes éventuelles au niveau de la participation, donc au niveau de l'organisation de consultations, au niveau de la participation des personnes des 3 pays dans les travaux de la commission, et surtout aussi un travail au niveau de l'outreach. Alors, il faudra évidemment vous concerter avec la commission. Le président de la commission, c'est Wouter de Vriend du Parti Groen. Il est très abordable. Il faudra peut-être rentrer en contact avec lui, parce qu'évidemment, si vous allez faire de l'outreach, vous allez aussi créer des attentes et il n'est pas du tout sûr que la commission va réellement aller dans ces 3 pays pour organiser des auditions de témoins, etc. Ça, c'est pas du tout acquis, donc il faudrait d'abord un peu vérifier pour essayer de maîtriser un peu les conséquences de vos activités. Ou évidemment aussi, vous pouvez utiliser vos contacts et les contacts avec vos partenaires dans les 3 pays, aussi pour mettre un peu de pression sur la commission pour qu'ils élargissent leur champ d'activité à ces 3 pays. Mais je serais ravie d'en discuter davantage avec vous. Voilà ma petite présentation. J'étais un peu vite, donc n'hésitez pas si vous avez des questions.
Merci Martine. Je crois qu'on va d'abord écouter Pierre avant d'ouvrir le débat. Je pense que ça va déjà être frustrant tellement on voit que la tâche est colossale et que ça a démarré. Donc on va écouter Pierre. Donc Pierre, il est titulaire d'un master en droit. Auparavant, il a travaillé dans le domaine de l'anthropologie théâtrale, de la mise en scène et du jeu de l'acteur. Entre 1998 et 2010, il a dirigé RCN. Il fait partie du conseil d'administration. Et il travaille aujourd'hui comme consultant indépendant. Il s'est particulièrement impliqué depuis 2015 dans l'appui au Conseil de la magistrature et au ministère de la Justice du Burkina Faso dans les questions relatives à la chaîne pénale et à l'efficacité des tribunaux. Il a également publié un recueil de chroniques sur le développement des systèmes judiciaires en Afrique et récemment, il a publié un livre qui s'appelle « Les crocodiles dorment le jour » et que je vous conseille vivement. Pierre, on t'écoute. Tu restes dans tes 20 minutes si possible pour qu'on puisse en discuter après? Oui, oui, je vais essayer. Merci. Merci pour la parole. On est en plein dans le sujet au niveau politique, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'interrogation qu'a RCN sur les effets et la prégnance permanente du colonialisme. On a eu des débats au sein de RCN l'année dernière quand j'ai proposé le concept de décoloniser le système judiciaire qui ont fait l'objet de discussions par rapport au concept de la décolonisation, certains estimant que la décolonisation avait eu lieu. Et donc, j'ai préféré glisser du terme décoloniser le système judiciaire vers celui de la prégnance de la colonie ou de la colonisation, la persistance de la colonisation, dont Martine vient d'ailleurs de nous parler abondamment, comme une sorte de mémoire, comme une sorte de subconscient, quelque chose qui reste impensé. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que moi je retiens à la fois de l'histoire de RCN et puis de mon histoire comme consultant, comme impensé et comme prégnance de la colonisation. D'abord, en amont des lois. Dans un pays unifié comme la Belgique et dans un pays démocratique comme la Belgique, l'émergence d'une loi provient à la fois de la société, du sentiment que la société bouge, de ses conversations, de ses discussions, lesquelles sont évidemment représentées au Parlement et produisent des lois qui, d'une certaine manière, sont en harmonie ou sont en tout cas en cohérence avec la société. Ces lois correspondent à la fois au temps, elles sont justes dans le temps. Nous avons eu des multiples réformes qui étaient impensables il y a 20 ans, qui il y a 30 ans, il y a 40 ans étaient tout à fait impensables et qui aujourd'hui deviennent pensables. Donc il y a une convergence entre les lois et la vie en société. Dans les dictatures, c'est évidemment différent puisqu'il n'y a pas de consultation, la loi s'impose. Et dans les oligarchies, je vais utiliser le mot d'oligarchie pour parler par exemple de la démocratie au Congo. Certes, c'est une démocratie, mais les lois sont édictées par une oligarchie. Et c'est qui cette oligarchie? Eh bien, en tout cas, elle est composée, à mon avis, à la fois de l'élite congolaise, mais ça peut être dans un autre pays, mais elle est aussi composée de nous. Quand on veut réformer, par exemple, le code de procédure pénale au Burkina, que fait-on? Est-ce qu'on appelle des anthropologues du pays? Est-ce qu'on appelle des sociologues du pays? Est-ce qu'on appelle des géographes? Non. Est-ce qu'on consulte la population par rapport à ses besoins relatifs à la question pénale et à la procédure? Non plus. On envoie un expert. Et cet expert est en général brillant, qu'il soit français ou belge, et fait d'une certaine manière une application de son propre code de procédure pénale. Je l'ai vu vraiment au Burkina. Ce qui fait que sans concertation, sans consultation, sans analyse intellectuelle, sociologique, par exemple, des cas à traiter, on se trouve dans un copier-coller. On a donc des copieurs et des colleurs. Je prendrai un exemple qui me vient comme ça, sur la durée de la peine. Personne ne fait une réflexion sur ce qui nous motive à appliquer au Burkina la même durée de peine en cas de meurtre, en cas d'assassinat, que la durée de peine appliquée en Belgique, alors que l'espérance de vie
et d'un tiers plus faible. Si je me trompe, vous direz un quart. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est condamné à 30 ans à une peine de 30 ans, quand il a 25 ans, ben, il se peut qu'il meure en prison, ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est un exemple, pour moi, de copier-coller, mais il pourrait y en avoir d'autres. Alors ça, c'est en amont des lois, ce qui fait qu'on a des lois qui ne correspondent pas à la réalité, je dirais, économique et culturelle. En aval, qu'est-ce qu'on a? Ben, si les lois ne correspondent pas, on va avoir une loi infaisable, une loi à la limite conflictuelle, puisqu'elle va quelque part être tellement en porte-à-faux par rapport à la coutume ou à l'usage des gens qu'elle en devient elle-même source de conflit. On a vu l'exemple en Ituri à RCN où après la décision d'un tribunal classique quant à la propriété d'une surface, une tribu, une ethnie est venue démolir, brûler tout un village. Et donc, l'effet de ce jugement est en fait tout à fait contraire à ce que souhaiterait la justice en matière d'imposition, de paix et de retour à la vie, au vivre ensemble. Il y a d'autres exemples. Je suis content que Gabin soit avec nous aujourd'hui parce que l'étude qu'il a faite sur le fonctionnement du tribunal, du parquet à Lubumbashi est extrêmement révélatrice du fait que les procureurs, les acteurs judiciaires sont pris en sandwich entre la loi qu'ils connaissent et les pratiques de règlement de conflit et la coutume, la manière dont les gens réagissent eux-mêmes par rapport à leurs conflits. On voit donc les procureurs très souvent agir en médiateurs et quitter leur costume de procureur et d'enquêteur au profit de celui de médiateur, allant même jusqu'à résoudre les problèmes avant qu'ils arrivent devant le tribunal. Ça, c'est une manière, je dirais, plus adaptée de négocier entre l'existence de la vie communautaire et la loi imposée, ou en tout cas copier-coller. Pour moi, ce copier-coller, c'est un reste du colonialisme. Hein. Je pense que c'est assez clair. Un autre exemple, quand vous allez au tribunal de grande instance de Ouagadougou, vous êtes étonné de voir que sur 10 affaires, il y en a 9 qui sont remises. Pourquoi elles sont remises? Parce que les convocations ne sont pas arrivées à temps, parce que les parties font défaut, ou en tout cas une des deux parties font défaut, et que dans cette culture-là, on imagine pas... Die replikeert toch niet echt, maar die begint aan een raisonnement in verband met dus de... Reprends ton micro, Pierre. Voilà. Ça a été coupé. Reconnecte ton micro. Voilà. C'est bon. OK, donc je disais que le jugement par défaut est une pratique judiciaire que les juges refusent d'appliquer parce que leur culture ne leur permet pas, ne les autorise pas à prendre un jugement en l'absence des parties. Voilà encore un exemple. Et le dernier exemple, sachant déjà que 5% seulement de la population accède aux droits que nous permettons de construire aujourd'hui, il faut encore savoir que le nombre d'exécutions des décisions des tribunaux classiques est encore moindre. En effet, quand bien même vous êtes gagnant, vous craignez, dans la communauté où vous allez vivre, vous craignez que l'exécution de la décision crée préjudice à la vie communautaire ensemble. Et donc, de nombreuses personnes se contentent de la décision et ne la font pas appliquer. Alors, les exemples sont multiples, mais comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Alors, je vais me déporter un petit peu sur les tentatives de décolonisation de la philosophie. Alors, il y a une thèse que je trouve magnifique qui a été écrite par une personne qui s'appelle Madame Abadi et dont le titre s'appelle « Reconstruire la philosophie à partir de l'Afrique ». Alors, elle commence par nous dire que, bon, alors la philosophie, il y a aussi la philosophie du droit, donc on n'est pas loin quand même. Hein. Elle commence par nous dire que la philosophie africaine est exclue du champ académique, la plupart du temps pour des raisons de forme et pas des raisons de fond.
les causes de cet oubli, de cette exclusion des Africains peuvent remonter à très loin. Alors, selon elle, c'est la théorie kantienne de l'universalisme qui est à la base de cette exclusion. Kant a beaucoup plus écrit d'écrits racistes ou raciologiques, c'est-à-dire la théorie des multiplicités des races et le racisme. Kant a beaucoup plus écrit là-dessus que sur l'universalisme. Et donc, elle se pose la question de savoir si ce racisme est fondateur, n'est pas au fait fondateur de l'universalisme né du siècle des Lumières. Et on va voir que ce siècle des Lumières a construit la théorie raciale de manière complètement parallèle à celle de l'universalisme. Alors, il y a des débats entre les philosophes pour dire que Kant était un raciste empiriste, c'est-à-dire que ça ne faisait pas partie vraiment du fond de sa théorie, mais il y a d'autres philosophes, notamment africains, qui considèrent qu'elle était constitutive, que cet universalisme était constitué aussi par le racisme. Donc, ça remonte très loin. Ce n'est pas seulement des Belges qui ont appris à mépriser ou à exclure les Congolais ou les autres de l'espèce humaine, puisque c'était de ça qu'il s'agit. C'est depuis 3 siècles que nous avons construit notre société sur cette base-là. Ça a évidemment des conséquences dans la mesure où peut-être il y a une série d'inconscients qui restent permanents dans notre manière de percevoir la philosophie africaine. Et pour revenir au droit et à la philosophie du droit, je citerai un philosophe africain du nom de Eze qui nous explique que John Rawls, philosophe sur lequel aujourd'hui se reposent beaucoup de juristes et quant à la nature de l'état de droit et de la démocratie, que même John Rawls, avec son universalisme, a construit sa théorie à partir de paradigmes qui n'ont rien à voir avec des paradigmes africains et qui rendent la théorie de John Rawls très difficilement universelle aux yeux des Africains. Il dit ça notamment en se basant sur le fait que sa théorie est construite sur la notion du contrat, que ce soit le contrat social ou le contrat privé, alors que le vivre ensemble en Afrique ne se construit pas sur un contrat, mais sur la parole. Je laisse ça de côté parce que j'ouvrirai une grosse question autour du statut de la parole et de l'oralité. Ce qui n'est pas écrit n'est pas philosophique. Ça, c'est ce que dit la philosophie classique. Or, il y a dans l'oralité énormément de savoir, de sagesse, de gnose qui restent méconnus et qui sont peut-être aussi dans notre mémoire postcoloniale des choses à interroger. Alors, est-ce que, pour conclure, je dirais ceci, dans notre relation, nous, Belges, nous, Occidentaux, avec les Africains, philosophes, juristes, il est temps de continuer à déloger les impensés. Moi, je fais ce que je peux. Et peut-être il est temps d'intégrer la philosophie du droit africain dans la philosophie tout court, ou dans la philosophie du droit tout court, afin que les principes universels dont on ne dénie pas l'universalité, je ne suis pas anti-kantien, d'ailleurs je n'en connais pas assez pour l'être, il ne s'agit pas de dénigrer ces principes universels, mais de considérer que leur émergence a de l'importance et que leur implication, leur infiltration dans le monde africain nécessite que de notre part, on écoute la philosophie du droit africain. Alors j'en appelle vraiment à cet effort-là pour que, au niveau scientifique, on finisse et on commence plutôt par considérer la science du droit, notamment pour sa partie d'oralité, comme une science réelle et non pas comme le simple domaine de l'anthropologie ou de que sais-je, où elle reste encore confinée. Alors juste pour qu'il y ait une vraie rencontre entre la philosophie africaine et la philosophie en général, moi j'ai mon petit exemple que je voulais vous soumettre, c'est l'histoire de Samandare. Alors Samandare, c'est le fou du roi au Burundi. Et le fou du roi, c'est une espèce de contre-pouvoir
qui ennuie le roi, qui se moque de lui, qui lui fait des leçons, et qui a le droit d'ailleurs de le faire sans pour cela être mis en danger. Et donc un jour, il se cuisine une grosse soupe dans un chaudron et il manque de bois. Il lance le feu, la soupe est à peu près au maximum de la contenance du chaudron. Il appelle le roi et il dit au roi, est-ce que tu ne veux pas surveiller ma soupe parce que je dois aller chercher du bois. Et comme le bois est loin, je n'ai pas envie que quelqu'un vienne voler la soupe. Le roi dit ok, ça va. Et le roi s'assoupit pendant 1 heure et puis il revient à sa main d'arrêt avec ses petits bouts de bois. Et il dit au roi, est-ce que tu as bien surveillé ma soupe? Et le roi dit, bah oui, j'ai bien surveillé, mais il n'y a pas eu de problème. Et Samandharé s'approche près du chaudron et il dit, comment il n'y a pas eu de problème? Le chaudron, il était plein et maintenant, il y a au moins 10 cm de moins. Donc, tu as bu ma soupe. Et le roi dit, mais non, je n'ai pas bu ta soupe. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, ben regarde, il manque ça de soupe, donc tu l'as bu. Le roi dit non. Il dit, je vais appeler les notables. Je vais appeler les notables et ton statut de roi, on va en discuter parce que ce n'est pas sérieux. Le roi se met vraiment à craindre le pire jusqu'au moment où Samandharé lui dit, tu sais, ce que je fais avec toi maintenant, c'est ce que tu fais avec la population du village. Tu les accuses sans preuve. Parce que évidemment qu'il n'y a plus assez de soupe, plus la même quantité de soupe puisqu'elle s'est évaporée. Mais toi, tu aurais accusé sans preuve, et donc tu n'appliques pas la présomption de l'innocence. Tant que la preuve n'est pas démontrée, la personne est innocente. Voilà un conte tout simple. Quand je l'ai repéré et que j'ai parlé avec les juges de la Cour constitutionnelle du Burundi ou de la Cour suprême, je ne me souviens plus du titre exact, j'ai vu un vrai respect de la part de ces juges vis-à-vis de ce conte. Donc pour moi, voilà un principe universel qui émerge d'un contexte particulier, d'un pays particulier, et qui démontre qu'effectivement, la civilisation européenne et occidentale n'est pas la seule à détenir les valeurs universelles. Voilà, j'en reste là. Je vous remercie beaucoup. Merci Pierre. Donc, on va commencer par prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez utiliser le chat à côté ou alors lever votre main? Je vous verrai. Question à Pierre, question à Martine. Non, pas de... Je laisse le temps de réagir un peu. Ah, Peter Verlinden. Oui, si je peux, il y a un qui doit démarrer. Je voudrais poser la question, Martine, si vous parlez des victimes et de réparation et tout le Matrix et tout cela, est-ce que vous avez une idée de combien de personnes sont encore en vie qui ont vraiment vécu le temps colonial? Et dans votre raisonnement, de quelle façon les familles, les enfants de ceux qui ont vécu le temps colonial ont subi les mêmes sentiments et auraient droit aux mêmes réparations que les autres. Je parle évidemment en catégorie, je ne parle pas, j'ai bien compris que votre position, c'est qu'il ne faut pas commencer des séances devant des tribunaux pour indiquer certains, disons, crimes individualisés. Mais d'autre part, si j'ai bien suivi, vous indiquez aussi, par exemple, des gens qui sont résistés contre le colonialisme dans le temps et qu'on pourrait effacer leur condamnation. Mais est-ce que vous avez une idée de combien de personnes on parle, de combien de cas et comment ce serait possible de faire cela? Voilà, c'est une première question de ma part. On va peut-être prendre plusieurs questions et puis Martine, tu pourras répondre. On fait comme ça? Ok. Edem? Oui, merci. D'abord,
Merci pour la qualité des présentations très riches. Hein. J'ai une question pour Martine et peut-être une petite contribution ou un commentaire sur l'exposé de Pierre. Peut-être que j'ai été un peu dissipé, mais je voulais savoir si la commission a abordé notamment la question mémorielle et particulièrement la question du déboulonnage des statuts qui traverse de nos jours un certain nombre de pays. Est-ce que cette question a fait l'objet de discussions, d'analyses, comme peut-être devant être versée dans ce qu'on pourrait appeler peut-être une forme de décolonisation de l'espace? Déjà, quel est son avis là-dessus? Et est-ce que cette question est soulevée? Par rapport à la présentation de Pierre, je souscris totalement à toutes les analyses qu'il a faites, d'autant plus que je le vis sur le terrain aussi, de par mes activités. Et cette question de l'inadéquation entre la demande ou les demandes, parce que j'estime qu'il y a plusieurs demandes de justice, donc là où les demandes de justice et l'offre et les offres de justice est capitale. Et il me semble que même nous, acteurs de terrain, en tant que bailleurs, partenaires financiers, devons réfléchir aussi à l'appui que nous apportons sur le terrain, de sorte à ne pas perpétuer ce mimétisme qui est souvent observé sur le terrain. Et pour finir, je dirais que la question du mimétisme et peut-être même de l'intégration de la philosophie du droit africain à la philosophie du droit tout court devrait préoccuper aussi, me semble-t-il, au premier plan, d'abord les Africains eux-mêmes, nous Africains nous-mêmes, hein, les intellectuels africains eux-mêmes, d'autant plus que, ayant pour la plupart évolué en termes de cursus dans le modèle occidental, dans un plaquage du droit occidental, on reproduit presque mimétiquement ce qu'on a appris sans véritablement s'inspirer du terrain, comme le disait Pierre, et je pense qu'il y a une réflexion d'ensemble à mener, et peut-être que les acteurs extérieurs ne devraient pas encourager cela, mais plutôt susciter ce débat, comme le fait Pierre, et faire en sorte que ça puisse prendre sur le terrain. Merci. Merci Edem. On va prendre la question d'Adrien. Adrien, tu nous as... Voilà. Branche ton micro, Adrien. Sinon, on peut... Merci, merci pour la parole. Je félicite Martien et Pierre pour leur brillante intervention. Et j'ai des préoccupations pour Martien et une question pour Pierre. Alors, Martien, quand il était en train de présenter la matrice, parmi les propositions, il a dit qu'on pouvait, dans le cadre de la réparation, essayer d'intervenir au niveau de l'éducation. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que quand elle parle de l'éducation, elle voudrait qu'on puisse insérer quelques cours de lutte contre le racisme, ou c'est seulement s'attaquer maintenant aux acteurs actuels dans le genre de conférences qu'RCN organise déjà et des ateliers? Donc, je voulais savoir, ça c'est la première question. Et la deuxième question, dans les conclusions de la commission, c'était de bonnes propositions, mais je voudrais savoir aujourd'hui, concrètement, qu'est fait le gouvernement belge, parce que cette question, c'est vrai qu'elle est soulevée aujourd'hui par la commission, mais les faits ont été reconnus depuis longtemps. Et aujourd'hui ou dans un passé récent, qu'est fait concrètement le gouvernement belge dans le cadre d'atténuer déjà cette injustice, parce que nous sommes à plus de 60 ans de la colonisation, et ces faits sont des faits qui ont été condamnés. Et le gouvernement belge a même reconnu cela. Et nous avons vu même les démarches dans le cas de rapatriement. Mais pour essayer d'atténuer cette injustice, est-ce qu'il y a déjà des engagements ou déjà des actes concrets? Et à Pierre, je félicite aussi son intervention, mais j'ai un questionnement, parce que quand on regarde la colonisation, peut-être la France l'a fait dernièrement, il y a eu une conférence avec la diaspora plutôt africaine, excusez-moi. Je voudrais savoir l'instabilité socio-économique, socio-politique que nous avons dans notre pays. Est-ce que ça n'a pas des racines dans le passé colonial? Parce que le pays a du mal à se relever, on organise des élections, il y a de l'alternance, mais on a comme l'impression qu'on fait un cycle vicieux et il n'y a pas d'avance. Il n'y a
pas d'avancée significative. Est-ce que ce n'est pas à cause aussi de ce passé colonial qui aujourd'hui est en train d'animer les dirigeants? Merci. On va encore prendre 2 questions avant de rendre la parole aux orateurs. Celle d'Hugo d'abord. Hugo, tu nous entends? Voilà. Tu branches ton micro, Hugo. Alors, Hugo, est-ce que tu nous entends? Ou on prend celle de Valérie et le temps que Valérie pose sa question, Hugo sera branché, on l'espère. Bon, l'un des deux. Hugo, tu es branché? Oui, j'espère que vous m'entendez. On t'écoute, on t'entend. Très bien, merci à Martine pour cette présentation parce que c'est une question qui intéresse beaucoup sur ce passé colonial et je pense que c'était très attendu. Merci également à Pierre pour cette réflexion qui est tout à fait très importante dans la situation actuelle. À Martine, je voulais demander, évidemment, on a l'impression que c'est d'abord le groupe des experts, mais aussi la commission belge. On pourrait dire que c'est une affaire belge en quelque sorte. Et je me demande si dans les pays concernés, ceci ne provoquerait pas un sentiment de rejet parce que ce serait encore une démarche quelque part qui pourrait être vue comme paternaliste dans le sens où c'est l'ancien colonisateur qui fait en quelque sorte la recherche sur ce passé colonial et dit ce qui a été mauvais, comment on le répare, du moins comment on essaye de le réparer, ainsi de suite. Et donc, ça provoquerait dans les communautés concernées, par exemple des 3 pays, le sentiment qu'une fois de plus, il y a quelque part chez l'ancien colonisateur ceux qui savent et qui vont nous dire ce qui a été et ce qui doit être. Donc ça, peut-être trouver des moyens de contourner ou bien d'éviter un tel piège. Je souscris aux analyses faites par Pierre, évidemment. Pierre sait qu'on n'est pas souvent d'accord sur les termes, mais on est d'accord sur le fond. C'est sur les termes souvent qu'on diverge, mais dans le contenu, en réalité, nous ne divergeons pas souvent sur cette question-là. Là également, on peut avoir ce piège parce qu'il y a pas mal de pays en Afrique qui ont commencé à travailler à la recherche de solutions endogènes et qui les adaptent à leur situation actuelle afin du moins de résoudre les problèmes qui se posent à ces sociétés-là aujourd'hui. Et l'une des choses que je perçois difficile, c'est que toute la mouvance des questions décoloniales qui vient comme une nouvelle forme osée, des manières de voir et des manières de faire. Et donc là aussi, peut-être il est intéressant que ce travail soit fait en Afrique au-delà des résistances qu'on peut avoir et de valoriser ce qui est fait par les Africains. Même je prends le cas du Rwanda. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai travail sur des solutions endogènes qu'on essaye d'adapter, de moderniser avec toutes les difficultés, avec les obstacles, avec les imperfections. Mais voilà, et je pense qu'un Rwandais aujourd'hui à qui on essayerait de dire d'aller dans telle ou telle direction, je ne suis pas certain qu'il le prendrait bien. Merci. Valérie, ta question? Merci beaucoup et merci à Martine et Pierre pour leur présentation. Alors, j'ai une question pour chacun. Pour Martine, vers la fin, tu soulignais un point que je pense qui est très important, c'est le fait que ça devrait être un travail de longue haleine. Vu la mission très large que la Commission s'est donnée,
c'est pas un travail qui sait se faire en 1 et 2 ans. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est même politiquement réaliste de s'attendre à ce que cette commission va vouloir rester en opération pendant des années et des années, et aussi est-ce que c'est même souhaitable? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, aussi considérer la possibilité que la commission ne fasse pas elle-même toutes les tâches qu'elle s'est mis dans le mandat, mais qu'elle décide de mettre en place des structures indépendantes qui vont s'occuper de ça. Je pense par exemple pour les réparations. Mettre en place un programme de réparation est un travail de très très longue haleine. Et donc je me demande si c'est vraiment souhaitable que ce soit la commission qui adopte une résolution dans 1 an ou 2 où elle établit où elle fait des recommandations sur les réparations, ou est-ce que ce ne serait pas mieux qu'elle adopte une résolution où elle met en place une structure séparée à qui on donnera effectivement le temps et l'indépendance de mettre en place un tel programme de réparation et s'assurer que ça se fera effectivement sur base de consultations extrêmement larges avec les populations, pas seulement la diaspora ici, mais aussi les populations au Burundi, au Congo et au Rwanda. Et alors, Pierre, je pense que la réflexion que tu as faite par rapport à le mode de travail qu'on a beaucoup, que ce soit les ONG, que ce soit l'Union européenne, les bailleurs bilatéraux, d'envoyer des experts qui viennent avec des solutions qui sont totalement décontextualisées. Je pense que c'est une problématique très, très importante, mais je comprends tout à fait ton argument que c'est lié dans un long fonctionnement colonialiste, paternaliste, et je pense que c'est certainement le cas, mais je me pose aussi la question si ce n'est pas lié aussi à des éléments plus pratiques, comme la temporalité dans laquelle les organisations doivent agir, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que des programmes soient mis en œuvre directement, qu'elles puissent montrer un certain résultat dans une période de 6 mois, 1 an, 2 ans, en maximum 3 ans, ce qui limite la possibilité de prendre le temps de vraiment apprendre le contexte et de savoir, sur base de ce contexte, quel type de réponse est-ce qu'on peut déployer. Mais c'est aussi lié au fait que beaucoup des acteurs intervenants, de nouveau que ce soit les ONG, l'Union européenne, etc., ils fonctionnent vraiment de façon très cloisonnée. Chaque organisation a sa spécialité. Nous, on est des juristes, nous, on est des sociologues, des économistes, et qu'il y a déjà, au départ, au monde de fonctionnement des structures ici, ce tel cloisonnement n'encourage pas la capacité ou ne crée pas la capacité de faire des interventions de soutien qui seront contextualisées. Donc, je voulais savoir quelles sont tes pensées là-dessus. Merci. Merci Valérie. On prend encore Marcelin Gabin, puis vraiment on laisse répondre. Et puis c'est tout. Après, on vous laisse la parole. Donc Marcelin. Merci Pierre, merci Martine. C'est des débats de profondeur. Je ne sais pas si on pourra même bien rentrer vraiment dedans pour bien exprimer ce qu'on pense. Déjà, Pierre, moi, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'ai lancé une consultance par rapport à mon boulot actuel sur la question de la décolonisation des pratiques de l'aide humanitaire. Quand je suis arrivé, par exemple, juste pour expliquer, cette question était vraiment à l'actualité. Tout le monde posait la question comment on va faire pour répondre, avoir quelques éléments et réponses sur la question de la décolonisation dans la coopération, dans l'aide humanitaire. Alors, quand je suis allé tester un peu, voir un peu la réalité, j'ai senti que ce n'était pas le problème des gens sur le terrain. La question de la décolonisation, quand on pose une question, que ce soit à Kigoma, en Tanzanie, à Kigoma, à Masisi, à Goma, à Gisenyi, au Rwanda, les gens, ils sont hors débat sur ces questions-là. Moi, ma peur je vais rejoindre un peu Hugo, ma peur est qu'on crée un débat qui ne vient pas du terrain, qui ne vient pas des besoins des gens. Quand, par exemple, la question de la restitution des œuvres d'art, tout à l'heure, Martin a dit ça,
Est-ce que quand je reposais la question à des groupes de femmes, par exemple en Tanzanie, que ce soit en RDC, ces questions-là, les gens, ils sont étonnés de voir ça vient d'où. Ce n'est pas leur problème. Alors, c'est hyper intéressant de voir, oui, je pense que ça reste un débat un peu au niveau sophistiqué, au niveau peut-être des intellectuels, mais qui a du mal à trouver sa place et son espace dans la problématique au fait, des gens dans plusieurs pays africains. C'est là où je pense qu'il faut voir où on veut mettre le curseur pour alimenter ces débats au niveau de la base. Voilà, c'était juste ça. C'était une interrogation. Est-ce que c'est vraiment un débat qu'on veut mettre en avant ou c'est plus l'Europe qui… Est-ce que ce n'est pas une fausse décolonisation? C'est des questions que voilà, je me pose. Merci. OK. Brièvement, Gabin, puis on passe aux réponses. Si tu sais faire bref, Gabin, tu es là? Gabin n'est plus là. Bon, on va laisser Martine déjà répondre. Si Gabin revient, on prendra sa question. Je t'en prie, Martine. Merci beaucoup, Pascaline, et tous ceux qui ont posé des questions. En fait, les questions montrent déjà que le débat est ultra important et ultra intéressant et mérite bien plus qu'une demi-heure d'échange. Donc, j'espère que ceci aussi pour RCN n'est qu'un début d'échange et de dialogue sur ces questions et pas juste un exercice une fois pour toutes. Par rapport à la question de Peter Verlinden, est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont en vie, qui sont victimes du colonialisme? Je dirais oui, tout le monde qui est né avant 1960 en RDC et tout le monde qui est né avant 1962 au Rwanda et au Burundi ont vécu le colonialisme, l'époque coloniale, et beaucoup de gens qui sont encore en vie aujourd'hui ont vécu les conséquences du colonialisme qui perdurent jusqu'aujourd'hui. Donc là, je dirais absolument oui. Évidemment, pour la matrice, ça dépend de quel type de violation on parle. Est-ce qu'on parle du colonialisme en tant que tel, comme un système de violence systémique? Il y a beaucoup de gens qui sont en vie. Quand on parle d'actes bien précis, là aussi, il faut creuser. Moi, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais il faut creuser, mais il y a certainement encore des personnes en vie. Regardez la famille de Lumumba, regardez les métis belges qui jusqu'aujourd'hui n'ont toujours pas leur certificat de naissance ou pas d'accès aux archives, les métis qui sont restés dans les 3 pays qui ont d'autres problèmes, ceux qui ont été condamnés pour résistance, qui sont peut-être morts, mais dont la famille souffre encore indirectement. Donc, il y a pas mal de… Il faudra identifier tous les types de violences qu'on veut prendre en considération et par type de violence, identifier les personnes qui souffrent encore des conséquences de tout cela. Et je vous assure qu'il y en a encore beaucoup. Alors, oui, sur la discussion sur les statuts, les statuettes Léopold II, etc., ça, c'est des débats qui sont assez vivants dans nos sociétés. Il y a plusieurs groupes de travail au niveau local qui se penchent dessus, qui veulent renommer des places ou des rues, etc., mais aussi prévoir des alternatives. Donc, en fait, dans tous ces débats, il y a 3 options. Soit vous enlevez les statuts et vous les mettez, soit vous les détruisez ou vous les mettez dans un musée où vous allez expliquer à quoi servaient ces statuts. Soit vous laissez les statuts, vous laissez une petite plaque explicative à côté, soit vous allez ériger des contre-monuments, des contre-statuts qui montrent une autre réalité et qui, avec le temps, peuvent prendre plus d'ampleur ou avoir plus de reconnaissance que le statut qui était le statut officiel avant. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais donc, il n'y a pas une réponse à donner aujourd'hui sur laquelle des 3 pistes est-ce qu'il faut choisir ou est-ce qu'il y a encore peut-être d'autres pistes. Ça, ce n'est pas à nous de décider. Ça, une fois de plus, il faut s'asseoir avec les personnes concernées en Belgique, les personnes de la diaspora qui doivent avoir leur mot à dire là-dessus. Quand j'ai parlé d'éducation, je voulais surtout parler d'éducation scolaire parce que
les enfants aujourd'hui ne reçoivent aucun cours sur le colonialisme, le passé colonial belge. Donc, c'est surtout de ça qu'on veut parler. Et évidemment aussi de la lutte contre le racisme. Il y a un plan national de lutte contre le racisme qui vient d'être adopté ou qui va être adopté et qui prévoit aussi beaucoup de mesures d'éducation scolaire et non scolaire. Que fait le gouvernement belge? Les faits sont reconnus depuis longtemps. Ça, c'est pas vrai. Le colonialisme, évidemment, c'est une réalité qui n'est pas niée, mais la responsabilité pour le colonialisme en tant que violence systémique qui a causé tellement de souffrances et de préjudices, ça, c'est pas officiellement encore reconnu en Belgique. Et c'est justement à ça que la Commission doit arriver. Donc non, au niveau du gouvernement belge, il n'y a pas encore cette reconnaissance et tout doit commencer par cette reconnaissance. Je veux bien le répéter parce que comme j'ai parlé beaucoup et travaillé sur les réparations, il y a beaucoup de questions là-dessus, mais le tout doit commencer par un travail de recherche de vérité et de reconnaissance par le gouvernement, le Parlement en Belgique. Est-ce qu'il y avait encore... oui, est-ce que ce n'est pas trop une affaire belge? Absolument, c'est ça le problème. Hugo, avec tout cet exercice, c'est que c'est une fois de plus le Parlement belge qui est composé donc de Belges, qui va décider sur comment est-ce qu'on va traiter ce passé et qui veut en plus parler de réconciliation lui seul ou elle seule sans être en contact ou sans avoir mis en place un dialogue avec les autres pays. Oui, ça c'est le risque et c'est pour ça qu'il aurait fallu des consultations plus larges, pas uniquement en Belgique, mais dans les 3 autres pays aussi, pour mettre en place un processus conjoint. Mais éventuellement, ce processus belge peut être un début de quelque chose de beaucoup plus interactif et c'est ça qu'on espère. Parce que si la Commission belge souhaite clore ce processus et penser qu'avec ça, on peut tourner la page, ça c'est une grande erreur. Et donc, Valérie, oui, un travail de longue haleine, surtout en ce qui concerne les réparations. On a aussi dit dans le rapport, c'est certainement pas cette commission qui va développer le programme de réparation. Éventuellement, elle pourrait tracer les grandes lignes, mais comme tu l'as dit, elle pourrait aussi entièrement accorder ce travail à une autre instance. Mais il faut quand même quelque part un accord, une décision du Parlement pour tracer les grandes lignes, que ce soit avant ou après le travail de cette instance spécifique qui pourrait s'en occuper. Je pense que, est-ce que ça, c'est toutes les questions qui m'étaient adressées ou est-ce qu'il y avait encore une autre? Il me semble. Oui. Okay, Pierre, merci. branche ton micro, Pierre. Voilà, on t'écoute. Juste une des dernières interventions, je crois que c'est Marcelin qui disait que ce n'est pas le problème des gens sur le terrain. Est-ce que c'est ça pas... rejoignait l'intervention d'Hugo, peut-être? Oui, je pense que Martine a répondu un peu. Oui. À ton tour, Pierre. Alors, je vais d'abord répondre à Valérie. Effectivement, nous sommes prisonniers d'une temporalité. Et pour moi, cette temporalité, elle fait justement partie du problème. Elle fait justement partie de cette post-colonisation ou cette perpétuation d'un temps qui n'est pas le temps, je ne parle pas des Africains, du temps africain, qui n'est pas le temps des contextes dans lesquels on se trouve. Et donc, tu as tout à fait raison, des programmes qui veulent transformer des comportements, en plus on parle de changement de comportement, ça c'est peut-être un terme aussi à certaines consonances coloniales, mais enfin, admettons qu'on veuille aider à des changements de comportement, c'est certainement pas sur des programmes de l'Union européenne qui durent 4 ans qu'on va changer le mode de travail, par exemple, des acteurs de la chaîne judiciaire. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que ça revient de notre côté, de notre part, par rapport à la décolonisation, parce qu'il y a des choses que nous devons décoloniser nous-mêmes, de notre part, il y aurait intérêt à penser à des temporalités beaucoup plus importantes. Adrien demandait, quand on regarde la colonisation, l'instabilité politique, n'a-t-elle pas des racines dans le passé colonial? Ben évidemment. Évidemment. Le clivage qu'il y a entre l'élite
associé à la communauté internationale d'une part, et la population ou les sociétés dans les pays dans lesquels RCN travaille, le clivage fait quand même penser au clivage qu'il y avait entre ceux qui accédaient, on les appelait les évolués, ceux qui accédaient au savoir et à une vie proche de la vie des colons et le reste de la population. Et c'est vrai qu'il m'arrive de penser qu'il y a un parallélisme à faire. Il m'arrive aussi de penser que peut-être cette population et ce peuple un jour se révoltera de la même manière qu'il s'est révolté autrefois. Voilà, ça c'est l'histoire qui le dira. Par rapport à la question de Hugo, alors ça c'est très intéressant parce que les philosophes africains se disputent entre eux aussi par rapport à cette question-là. On a des philosophes africains qui nous disent de toute façon maintenant on est européanisé, on est occidentalisé et il faut abandonner tout ce qui relève de notre passé précolonial. On a eu dans la terrible difficulté qu'ont eu les philosophes à faire un travail de décolonisation. On a eu notamment Cheikh Anta Diop, que je suppose que vous connaissez encore mieux que moi, qui disait finalement vous revendiquez en tant qu'occidentaux d'être les détenteurs de la raison et du progrès, du progrès moral de l'homme, mais vous oubliez que nous avons, nous, Africains, une civilisation qui a précédé la vôtre et qui possédait les mêmes qualités, c'est la civilisation égyptienne, et cette civilisation, elle était noire. Là, quand vous lisez les philosophes africains d'aujourd'hui, ils expliquent la théorie de Cheikh Anta Diop comme une tentative de rendre la dignité à la philosophie ou à la pensée africaine, mais qui finalement ne faisait qu'inverser le terme et nous laissait prisonniers du paradigme racial. Autrement dit, la race supérieure aurait été la race noire si on suivait cette logique-là. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que c'est une affaire commune. C'est pas uniquement nos destins sont liés, et donc c'est pas uniquement le travail des Africains, c'est aussi notre travail dans la relation avec les Africains de entre guillemets, continuer le travail de décolonisation. Et moi, je revendique aussi le travail de décolonisation que nous devons faire, que moi j'ai essayé de faire en écrivant mon roman d'ailleurs, en pensant à ce que disait Derrida. Il disait que la civilisation grecque, celle à laquelle évidemment Kant et compagnie faisaient référence, a une qualité que n'ont peut-être pas d'autres, c'est celle qu'elle donne des armes à ceux qu'elle opprime. Et que Derrida donnait comme exemple le fait que Mandela, finalement, a emprunté des valeurs. Mandela, il adorait le poète anglais Keats. Il lisait la poésie, il a appris le néerlandais. D'une certaine manière, en incorporant des valeurs occidentales, il est parvenu lui-même à se libérer et à réussir son combat anticolonial et anti-apartheid. Et donc, voilà, ce que je laisse à ma civilisation, c'est cette possibilité qu'elle a d'autocritique. Et donc, il me paraît nécessaire de faire une autocritique. Alors, sur le fait que c'est peut-être notre affaire et que ça n'intéresse pas les autres. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui vit au jour le jour et qui gagne $1 par jour s'intéresse à la question de savoir si le colonialisme a encore un impact ou pas? Évidemment que non. Évidemment que non, on est bien d'accord. Mais la pensée, si les intellectuels ne s'emparent pas de la question, on va en rester tout le temps dans la même situation, parce que tous ces penseurs-là, ces penseurs ont un impact sur le politique, ils ont un impact sur le politique de la coopération. Donc les théories, qu'elles viennent de très haut, finalement, elles produisent des modes de pensée, des modes de pratique, qui sont des pratiques qui effectivement se rapprochent de plus en plus des gens, et j'en fais pour preuve que les réformes qu'on fait sont souvent des réformes qui restent
trop éloignée, effectivement, de la population parce qu'elle n'est pas consultée. Donc, je pense que l'impact de la pensée est important, même pour les petites gens, même pour la population qui vit au jour le jour durement et qui, effectivement, n'a pas le temps d'y penser. Mais on pense pour elle. On pense pour elle. Et la responsabilité des intellectuels, c'est de penser bien pour elle. Voilà, c'est mes réponses. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Gabin? Je voulais juste savoir s'il était encore là ou si... Non. Bon, Martine? J'ai l'impression que Gabin est parti. Martine, vas-y. Pardon, je voulais juste compléter sur ce dernier point soulevé par Marcelin. En ce qui concerne la restitution des objets, d'une part, il y a quand même un débat très vif entre historiens, directeurs de musées africains et musées occidentaux sur la restitution des biens parce que c'est un symbole aussi de la colonisation. Ce débat du côté de l'Europe tourne très souvent autour des conditions de préservation de ces objets, tandis qu'on pourrait aussi dire, oui, mais c'est comme les objets ne nous appartiennent pas, si on les rend à un village, les villages veulent les détruire, c'est tout à fait leur droit de les détruire. Et il y a aussi quand même sur certains statues, mais je ne me rappelle plus des noms, qui se trouvent dans le musée d'Afrique à Tervuren, il y a des discussions avec les collectivités, les villages dont ces objets ont été volés à l'époque et qui avaient une grande valeur morale sur le bien-être du village. Donc ce débat, il vit quand même à certains niveaux et en général, comme Pierre l'a dit, les gens qui sont dans le survie, est-ce que ça les intéresse que la Belgique va offrir ses excuses, etc. Peut-être pas ça, peut-être pas à ce niveau-là, mais quand on se rend compte que l'exploitation économique de ces trois pays a aussi été à la base de l'état de pauvreté de ces gens, là peut-être ça va quand même les intéresser si on peut élargir cette discussion-là. Et justement, pour ces raisons, il faut élargir la mission et le mandat de cette commission vers les trois autres pays pour mener ce débat avec les trois autres pays. Et je pense que la commission parlementaire, peut-être elle va prendre fin dans 1 an ou peut-être même dans 2 ans, mais qu'elle doit être suivie par une sorte de commission plutôt intra-pays, interpays évidemment, entre les 4 pays qui devraient analyser tout ça et prendre la forme d'une vraie commission de vérité et de réconciliation et pas de commission politique. Merci. Gabin, est-ce qu'on peut t'entendre? Est-ce que tu es de retour? Gabin, ce que je te propose, c'est de mettre ta question dans le chat et en attendant, on va prendre la réaction d'Adrien. Adrien? Oui, au fait, la préoccupation que j'avais, bon, c'est vrai que je n'ai pas bien suivi Martien touché vraiment parce que la question, c'est au niveau de la matrice. On a un débat avec le ministère de l'enseignement à un certain niveau, à un certain moment, voulait avoir aussi des réflexions sur est-ce qu'il fallait enseigner sur le passé colonial, comme on a vu des différents... déjà en Belgique, je crois, il y avait ces tentatives de pouvoir insérer une leçon ou je sais pas un cours pour commencer à rappeler le rôle de la Belgique dans le passé. Alors, ma préoccupation, c'est celle-là. Est-ce qu'il faut introduire un nouveau cours, par exemple, une nouvelle leçon, ou il faut peut-être prendre un des cours qui existent, mais travailler sur le programme national et peut-être le cours d'histoire, par exemple, et travailler sur ce cours d'histoire, parce que quand vous regardez le contenu du cours de l'histoire, n'enseigne pas réellement la substance du passé colonial de notre pays. Donc, il faut avancer avec les études, par exemple à l'université, pour avoir maintenant une vue d'ensemble de ce passé colonial. Ça, c'était la préoccupation. Donc, je voudrais que, si c'est possible, Martien puisse vraiment rencontrer ma préoccupation. Et la deuxième question, bon, en fait, je voulais la poser avant,
Parce que lors de cette conférence, vous avez dit que dans la commission, il y a eu aussi des experts congolais qui ont travaillé. C'est une opportunité aussi de remercier RCN de pouvoir nous donner cette possibilité. Pourquoi, par exemple, à cette conférence d'aujourd'hui, il n'y a pas un représentant congolais parce que j'avais aussi des questions à ces délégués-là. Parce que cette commission, elle doit être d'une part constituée par les historiens ou les experts belges qui ont cette perception de ce que peut-être le colonisateur faisait, mais il y a aussi une bonne partie de l'histoire qui était vécue par nos ancêtres ici sur place. Comment est-ce ils ont vécu cela? Il y a même des témoins vivants qui sont encore aujourd'hui, qui ont perdu des proches. Donc, c'est ça la deuxième préoccupation que je devrais poser même avant. Merci. Merci, Adrien. Martine? Oui, merci de cette question, Adrien. Je dois avouer, je ne suis pas une spécialiste de l'éducation et j'étais en train de chercher dans le rapport que vous avez le lien vers le rapport qui était dans ma présentation. Il y a une partie sur l'état des lieux dans notre système éducatif concernant l'enseignement de l'histoire. Et si mes souvenirs sont bien, dans les cours d'histoire aujourd'hui, on en parle très peu, même pas dans la formation universitaire. Pour les futurs historiens, il y en a qui obtiennent leur diplôme de master en histoire sans avoir étudié la question coloniale. Donc, pour moi, n'étant pas spécialiste en la matière, je pense que d'office, il faut enseigner sur ce passé, que ce soit dans des cours spécifiques ou dans un cours général qui est donné à tout le monde. Mais vous avez eu un chapitre spécifique là-dessus dans le rapport sur l'éducation. Je peux peut-être juste apporter quelques éclairages parce que j'ai un peu travaillé là-dessus. Le prochain référentiel, il va être révisé en 2027. D'ici là, en fait, l'idée, ça va être de trouver un consensus entre les gens. Parce qu'évidemment, les gens ne sont pas tous d'accord sur cette manière de raconter l'histoire coloniale à l'école, tout en sachant que plus on avance dans l'histoire et moins il y a de temps pour le cours d'histoire. Ça, c'est compliqué aussi. Donc, pour aborder la colonisation au Congo et le Rwanda et le Burundi, on a 2 fois 2 heures, on a 4 heures dans le programme scolaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de freins et il y a des gens qui sont en train de réfléchir à ça. Mais comme le disait Martine, et j'ai aimé qu'elle termine sa présentation comme ça, c'est l'idée que ça va prendre des années et qu'il y a vraiment besoin de faire à la fois beaucoup de recherches historiques et de trouver un consensus là-dessus, de part et d'autre. Enfin, voilà, c'était juste un petit éclairage, quoi. Je ne suis pas censée participer à la conversation. Mais voilà, pardon. Voilà. Alors, est-ce que Gabin a une question dans son... Non, je ne vois pas la question de Gabin. Oui, j'ai une question. Je ne sais pas si je peux... Ah, super. Vas-y. Je peux? Oui. Mais bien sûr. Oui, j'ai beaucoup apprécié les 2 intervenants. En fait, c'est des questions qui sont d'actualité. Hier, sur la question de la corruption, cette problématique est une fois de plus revenue. Mais comme dans la suite, comme l'ont relevé mes 2 autres intervenants, 3 d'ailleurs, je n'ai noté que le nom de M. Edem, c'est qu'il y a un risque quand même avec la démarche que propose Pierre. Est-ce qu'il ne s'agit pas là, il ne s'agira pas, est-ce que le risque n'est pas de faire le même mouvement? C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui va naître en Occident, une fois de plus, une manière de concevoir les choses en Occident par rapport au rapport que les Africains doivent avoir avec leurs droits et avec le processus de production de ce droit-là, et que vous risquez de vous retrouver en RDC, par exemple, particulièrement sans interlocuteur. Et vous viendrez, dans une certaine mesure, presque à imposer cette manière de réfléchir, alors qu'il n'y a pas de soubassement. Je l'ai dit en toute connaissance de cause, c'est parce que, étant juriste de départ, grâce à la criminaux, j'ai eu à me frotter à l'anthropologie et à la sociologie du droit. Je peux vous assurer qu'à l'exception de l'école de criminologie, à aucun endroit on enseigne le cours de sociologie du droit. Il n'y en a pas.
si on enseigne la sociologie, c'est uniquement la sociologie simple. Et le pire, c'est que même parfois, nous avons des sociologues qui viennent en droit pour abandonner totalement la sociologie au profit du droit, alors qu'on peut faire le lien entre la sociologie et le droit à travers la sociologie du droit ou l'anthropologie du droit. Donc, on a vraiment un décalage très énorme et il y a un complexe d'infériorité aussi vis-à-vis du droit. Le droit, le bon, le meilleur, le droit qui est suffisamment évolué, c'est le droit occidental. Donc, le droit africain, il n'existe même pas parce qu'il n'est pas écrit. Donc, alors, si on ne prépare pas très bien le terrain de sorte à avoir des personnes qui peuvent être un peu sensibles à cette problématique, on risque justement de perpétuer cette culture, non pas d'importation de droit, mais ce sera aussi d'importation d'une réflexion ou d'imposition d'une réflexion sans base. Et je pense peut-être que, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous réagirez à cela, qu'il est souhaitable en même temps sur le plan stratégique d'envisager la possibilité de rassembler un certain nombre des chercheurs, des penseurs et de sensibiliser aussi les milieux politiques ou qui travaille suffisamment du fait de sa proximité avec les lieux de production des normes, qu'elle puisse progressivement intérioriser cette question et sortir un peu de ce complexe d'infériorité. Voilà, c'était un peu ça que je voulais faire, mais je trouve très intéressant cette manière de voir une sorte de décolonisation au niveau de l'enseignement ou au niveau de la production des normes. C'est très intéressant. Merci. Hugo, tu voulais réagir, Hugo? Quelques mots encore. Ce que la préoccupation qu'on avait, j'ai exprimé Marcelin aussi, je pense que le travail qui est fait concernant le passé colonial est essentiel. Et Martine a bien dit qu'il faudrait certainement qu'il y ait une sorte de travail conjoint. Bon, on peut estimer que l'État belge, d'ailleurs, il faut saluer le premier travail qui est fait en Belgique, puisque c'est le premier pays qui l'entreprend, et donc, mais que ce travail aille plus loin vers un travail conjoint, sinon il sera toujours vu comme le travail belge et ce sera le travail du colonisateur par rapport au colonisé. Mais là, notre préoccupation, c'est aussi le fait que les discussions sur le passé colonial, qui sont importantes, ne doivent pas masquer les préoccupations actuelles. Dans beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, la jeunesse, sa préoccupation, c'est la forme de néocolonialisme. Ce n'est pas le colonialisme qui a eu lieu, celui de 3 ou 4 siècles, c'est le néocolonialisme d'aujourd'hui qui préoccupe. C'est l'idée qu'aujourd'hui, on a encore des situations où la jeunesse a l'impression qu'il y a des dirigeants imposés de l'extérieur, qu'il y a encore une forme d'exploitation économique avec des élites locales et des élites internationales qui se mettent ensemble. Et l'une des choses qui fait que les gens ont cette tendance à se méfier quand on parle de cette colonisation du passé, en quelque sorte, c'est parce qu'ils ont l'impression que ça occulte du moins le néocolonialisme et l'exploitation actuelle, l'imposition des dirigeants, la complicité avec les dirigeants pour l'exploitation économique et tout. Donc, je ne me sentirais à l'aise que quand on met tout ça ensemble, et là, je me recouvre. Voilà, merci. Je voulais juste apporter une petite précision quand même aussi, c'est que ce n'est pas à un moment donné le gouvernement belge qui s'est dit « Ah, on va aller travailler sur notre passé colonial ». Ça fait des années qu'il y a des jeunes ici de la diaspora, des militants qui sont en train de dénoncer la discrimination, qui sont fatigués aussi d'être confrontés à des difficultés et tout ça aboutit à la manifestation de Black Lives Matter le 7 juin 2020. Donc, c'est aussi quelque part le gouvernement qui a été acculé dans le fait de prendre ce rôle-là et de se dire maintenant on ne peut plus faire comme si ça n'avait pas existé. Enfin, je tiens à le rappeler parce que dans les prémices de ce travail-là, c'est quand même basé sur des souffrances qui sont là aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est important de le dire, quoi. C'est pas juste bravo la Belgique qui prend en charge son passé.
C'est des gens qui ne peuvent plus subir aujourd'hui des discriminations, qui n'en peuvent plus, qui en ont marre de souffrir. Et je pense que c'est en miroir aussi. Et c'est une des grandes critiques qui est faite à ce rapport. Et c'est le fait qu'il y a eu des consultations des diasporas, mais la diaspora, elle n'est pas homogène. Dans la diaspora, les gens ils peuvent penser différemment. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont... Bon, le rapport a été fort critiqué, même si moi, je trouve que c'est un travail fabuleux qui a émergé et qui seulement commence. Mais voilà, tout simplement pour dire qu'il y a ça part vraiment de violences qui sont subies au quotidien ici par les jeunes. Oui, ça m'a fait juste le petit lien, hein, mais quand on a présenté le travail au Congo et que je vois un truc, une BD sur la violence en garde à vue au Congo, moi, le premier truc auquel je pense, c'est les violences policières ici, en Belgique. Je referme la parenthèse. Martine, je ne peux pas intervenir. Oui, Pascaline, je veux confirmer ce que tu viens de dire dans le rapport. Donc, il y a aussi tout un chapitre sur le lien colonialisme-racisme qui fait référence à plein de rapports qui ont été réalisés en Belgique et qui démontrent bien le racisme structurel qui existe en Belgique et dont beaucoup de Belges ne se rendent pas compte. Et si le mérite du rapport et du travail de la commission, ce sera aussi de créer une sorte de compréhension ou d'ouvrir les yeux des Belges à ce racisme qui existe et qui est vraiment trop souvent banalisé et dont les jeunes de la diaspora souffrent énormément aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est important, même si donc, les consultations peuvent encore être élargies. Et je voulais peut-être aussi tirer l'attention sur le fait que le roi Philippe, il vaut ce qu'il vaut, a aussi reconnu ce lien dans sa lettre de regret qu'il a envoyée l'année passée. Et donc, ça, c'est quand même un premier acte d'une instance belge de reconnaître ce lien. Et voilà, ça répond quand même à un besoin très fort en Belgique. Peut-être en le restant moins dans les 3 pays concernés, mais beaucoup de nos relations, que ce soit le développement, que ce soit la diplomatie, la demande de visa, la demande de bourse d'études, etc., confirment encore ces préjugés. Les gens qui sont considérés quand ils demandent un visa comme des profiteurs qui veulent absolument rester dans le pays, dans le beau pays de la Belgique, etc. Enfin, il y a beaucoup d'impact encore de ces pensées, de ce mode de pensée dans nos relations, les relations avec la Belgique et les 3 pays, que ce soit au niveau de l'aide au développement, des diplomates, d'autres relations, quoi, et le regard en général belge sur les demandeurs d'asile, etc. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Merci. Marcelin? Non, Pascaline, moi je pense que juste pour réagir un peu, bâtir par rapport à la discussion, je pense qu'il y a une vraie déconnexion entre la réalité de la diaspora, surtout pour la Belgique ou encore en France, hein, et la réalité, encore je répare ce moment, la réalité du terrain. Moi je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire les distinguos entre de tensions de fer ou des pensées entre une diaspora africaine, congolaise en Europe et le problème des gens sur le terrain. Moi, je me suis confronté à ça. Hein. Par exemple, encore une fois, Martine, la question des restitutions des objets, je me répète, où vraiment, partout dans des focus group où je suis parti pour essayer de ressortir, ça reste vraiment une intelligentsia africaine qui est dans des capitales ou encore en France ou encore en Belgique, qui portent ces débats-là. Les gens, ils sont encore sur des questions d'eau, d'électricité, d'accès à la justice et tout. Et c'est ces questions-là que les gens soivent à voir comment ça va évoluer. C'est intéressant de voir où on met les curseurs. On peut avoir une diaspora en Belgique, en France. Oui, bien évidemment, il faut peut-être répondre directement à cette communauté qui est là, mais malheureusement, il y a une déconnexion entre la base et la diaspora. Merci. Je voudrais répondre aussi à la question de Gabin. D'accord, Pierre. Puis Valérie après. Pierre. Gabin, tu as parlé à un moment donné de complexe d'infériorité entre, si j'ai bien compris, les criminologues, les sociologues et les juristes. C'est une des choses que la philosophe dont je faisais mention tout à l'heure, Madame Abadi, relève
par rapport à la philosophie africaine en général et sa difficile intégration dans le domaine reconnu académiquement par la philosophie occidentale. Quand je parle de décoloniser, ce n'est pas, je pense que c'est très important d'entendre ce que vous dites sur le fait que ça ne doit pas être une affaire occidentale, que ce serait encore la répétition du colonialisme. Je pense que Martine répond en disant qu'effectivement, ce travail doit se faire avec le plus de consultations possible. Évidemment qu'il doit se faire avec les Congolais, les Rwandais, les Burundais. Ça, c'est une première chose. Et par rapport à ce que j'énonçais tout à l'heure, les philosophes dont je parle, ce n'est pas des philosophes européens, c'est Bidima, c'est Aizé, c'est Frantz Fanon, c'est Diop, c'est Mbambe, ce sont tous des grands philosophes africains et c'est leur pensée à eux, et je suis tout à fait d'accord avec, je pense, ce que Gabin disait, c'est leur pensée à eux qu'il s'agit de révéler et moi, en tant qu'occidental, de découvrir. Et ça, c'est mon travail. Je veux le découvrir, mais je ne veux pas décider, moi, de mon côté, en tant qu'occidental, qu'aujourd'hui, c'est l'oralité qui prime sur l'écrit. Ça revient évidemment aux penseurs africains, mais simplement notre travail, c'est de reconnaître nos erreurs, nos crimes, tout le passé. Ça nous revient, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et deuxièmement, découvrir l'essence d'une civilisation que nous n'avons pas reconnue. Ça, pour moi, ça me paraît important en termes de responsabilité. C'est ma responsabilité de descendant, parce que nous sommes tous, nous, en Belgique, des descendants du colonialisme. Qu'on y ait été ou qu'on n'y ait pas été, le Congo a participé à la création de la Belgique pendant 100 ans. Enfin, 80 ans. Chers amis, je suis une très mauvaise gardienne du temps et ça touche à sa fin, mais j'avais peut-être envie de reprendre les 2 dernières idées de Pierre pour en faire une prochaine conférence et qu'on fasse des tables rondes et qu'on discute un peu de ce grand sujet qui va tous nous occuper pendant de nombreuses années. Qu'en dites-vous? Écoute, je pense qu'on sent qu'il faut une suite à ce débat, c'est sûr. Ben, on fait que, comme le disait Martine, je pense qu'on fait que, voilà, on a soulevé un petit côté et puis il va falloir qu'on tire tout le couvercle et puis à nous de traiter ça. Ça fait partie aussi de la mission d'Ersène, je crois. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. Donc, je serais ravie de pouvoir discuter plus longuement avec vous, quoi, qu'on discute de tout ça, qu'on sorte des choses, qu'on en sorte peut-être des projets, des programmes. Ça a du sens. Voilà. Merci, Adrien. J'ai l'impression que Laurence n'est plus là. Alors, on a normalement les contacts mail des gens qui nous ont rejoints, en plus des personnes qui étaient à l'Assemblée générale. Donc, on va essayer de renvoyer un mail à toutes ces personnes et proposer une date en 2022 pour poursuivre. Hein, je pense qu'on pourra se consulter avec Pierre, Martine, Pascaline et puis le CA également. J'y veillerai. Hein? D'accord? J'y veillerai. Ça roule. J'y veille. Je voulais faire un énorme merci à Martine d'avoir pris le temps de préparer dans son agenda qui est très, très serré. Voilà. Vraiment un très grand merci, un très grand bravo parce que c'était super. Merci beaucoup. Je vois Hugo qui applaudit très fort, on l'entend du Rwanda, de Kigali, ça arrive jusque chez nous, et Gabin aussi. Non, voilà, c'était chouette, c'était une très très belle discussion. Un très très grand merci à vous en tout cas. Et puis, puisque c'est un peu l'époque, on va souhaiter des joyeuses fêtes et une bonne année à tous. Et une meilleure année, j'espère que ça va vers du mieux, sûrement. Voilà. Oui, merci beaucoup aussi. En tout cas, nous sommes disposés à pouvoir continuer à participer à ce genre de débat. Et comme je l'ai dit, je le formule maintenant avec ma personne, si c'est possible d'associer aussi les experts congolais qui ont travaillé dans la commission. Comme ça, à côté de Martine, ils peuvent aussi aider à répondre à certaines préoccupations des réalités terrain que peut-être que Martine n'a pas.
Il y a des gens de la commission, mais il y a aussi d'autres gens, hein, Adrien. On va y réfléchir et poursuivre ce débat. OK? Prenez soin de vous. Je dois filer. À très bientôt. Un grand merci à Ciao, merci. Merci, c'était très bien. C'était très bien. Au revoir tout le monde. Merci. Bonsoir, merci, merci. Merci pour l'écoute. Au revoir. Merci. Salut Martine. Bye. Bye Hugo. Bye tout le monde. Bye. Au revoir tout le monde.